Bonjour et bienvenue dans Demain à la Une, l'émission qui traite des sujets qui feront l'actualité donc la semaine prochaine. Au sommaire de cette édition, troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, candidat à la présidence des États-Unis. L'immigration et l'économie seront à la tête des sujets débattus alors que la candidate démocrate semble creuser l'écart dans les sondages avec son adversaire à cause des propos de ce dernier à l'égard des femmes. Ensuite, le début de la procédure d'audition de Julian Assange devait donc commencer le 17 octobre. Elle vient d'être reportée à début novembre. L'occasion pour nous de faire le point sur les dessous de cette affaire, les accusations de viol, la réponse d'Assange, l'audition, mais aussi l'impact des révélations de Wikileaks dans la campagne présidentielle américaine. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie notre éditorialiste à France 24, Gauthier Rebinski. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et en face de vous, et pour la première fois avec nous, Angela Diffley, journaliste au service anglophone de RFI. Bonjour Angela. Bonjour. Bienvenue donc avec nous. Nous allons commencer effectivement par ce débat. C'est l'ultime débat entre les deux candidats à la présidentielle aux États-Unis, entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ça sera donc le mercredi 19 octobre. Le premier débat a eu lieu le 26 septembre. Il avait réuni pas moins de 84 millions de téléspectateurs. Le deuxième, lui, avait attiré juste 66 millions et demi de téléspectateurs. Alors, avant de parler de ce dernier débat, je commence avec vous, Gauthier. Le dernier débat donc, de Saint-Louis le 9 octobre. Parlons un peu du dernier qui a eu lieu, celui donc du 26 septembre. Les deux candidats étaient ici en mode guerrier. Alors, on ne se serre plus la main, on ne se regarde plus vraiment, on sourit un peu moins. Et Trump qui, encore une fois, essaye de faire oublier les fuites à propos de ses propos vulgaires et sexistes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu des avancées, ou plutôt des assertions extrêmement violentes durant ce débat, puisque Donald Trump, pour faire diversion, a accusé Bill Clinton, qui était présent, qui était dans l'assistance, de viol vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, des affaires qui remontaient à très loin et qui avaient été démenties et sur lesquelles Bill Clinton n'avait pas été inquiété. Donc ça, c'était du côté de Donald Trump, et du côté de Hillary Clinton, eh bien, elle avait accusé rien de moins que la Russie d'être partie prenante dans cette campagne électorale en faveur de Donald Trump. Donc on est allé très loin dans les invectives et en même temps on n'a pas réussi à dissiper complètement ce nuage qui pèse sur Donald Trump, qui est le nuage de l'infamie à propos de ces mots, de ces verbes, de ces noms phallocrates, misogynes, qui témoignent d'un mépris innommable pour la femme. Ça, heureusement, on n'en est pas sorti. Et on a eu l'impression que jusqu'à présent, autant le public favorable à Donald Trump avait apprécié cette espèce de transgression, entre guillemets, on pourrait revenir là-dessus, mais de transgression dans la parole, autant là, il y a vu comme une sorte d'arrêt, de frein à propos justement de même cette avec dernière... les gens qui le soutiennent, quoi. Même avec certains qui le soutiennent. Pas tous, mais avec certains qui le soutiennent. Alors lui aussi, il a été un peu loin, puisque lui, en parlant donc de Hillary Clinton, lui avait dit qu'effectivement, quand elle a dit heureusement que c'est pas des gens comme vous qui font les lois, etc., lui avait répondu, sinon tu iras en prison. En gros, lui, il avait assuré effectivement que s'il remportait la présidentielle, il ferait nommer un procureur spécial afin d'enquêter sur le dossier des emails d'Hillary Clinton. Il ne sait plus comment se défendre, Donald Trump. Je pense qu'il a marqué des points. Je pense que quand il a parlé des 35 000 emails qui avaient été effacés, il a rigolé, il a dit, il paraît que c'était à propos du mariage de votre fille et de ses cours de yoga, je ne me rappelle plus. D'accord. C'est vrai, tout le monde a ri et c'était dur à croire. Donc, il a marqué des points. C'était très, très difficile à regarder quand il parlait de la jeter en prison et tout ça, et elle a gardé son sang-froid. Je pense que c'est pas le seul moment où il a marqué des points. Je pense que sur la Syrie aussi, c'est tellement compliqué ce qui se passe en Syrie. Et quand il a dit, mais vous ne savez même pas qui sont les rebelles, je pense que beaucoup de gens qui écoutaient disaient effectivement, c'est dur à suivre. D'accord. Là, il a marqué des points. Et aussi quand il a parlé des impôts, lui qui n'avait pas payé ses impôts en utilisant des astuces tout à fait dans le droit, et il a dit, mais vous avez eu le temps, pourquoi vous n'avez rien fait pour fermer ces possibilités? La raison,
c'est parce que vos amis qui vous soutiennent profitent aussi de ces mêmes voilà. Et là, la question se pose beaucoup effectivement sur les politiques des deux en fait concernant les impôts, mais pas que. Est-ce qu'on peut dire juste un petit mot sur les sondages? Est-ce qu'on arrive à avoir, alors on le voit déjà en France, c'est très difficile de suivre les sondages, etc. Est-ce que là, dans ce cas-là, on arrive à voir quelque chose qui ressort dans les sondages? Oui, pardon. Non, je vais vous demander à tous les deux. Donc. Il y a une tendance, effectivement, qui se dégage en faveur de Hillary Clinton. Le seul problème, si vous voulez, c'est que quand on fait un sondage à l'échelon fédéral, c'est-à-dire on retrouve une voix égale à un électeur. C'est ça. Or, vous savez très bien qu'aux États-Unis, on vote par État et que chaque État a un nombre de délégués particulier. Ce qui fait que la voix qui est porteuse ou qui est portée en Californie ne pèse pas le même poids que la voix qui est portée en Idaho, par exemple. Donc la complexité, en fait, justement du système de vote fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir. Oui, et je pense que aussi, après ce débat, et peut-être celui de la semaine prochaine, beaucoup de gens ont été tellement dégoûtés qu'ils risquent de ne pas aller voter du tout. Et il paraît que ça va favoriser Trump. C'est Michelle Obama qui a dit d'ailleurs que la question, ce n'est pas qui va voter, mais qui ne va pas aller voter finalement. Alors, en parlant de Michelle Obama, aujourd'hui, les poids lourds des démocrates essayent de peser un peu sur la campagne, essayent de soutenir Hillary Clinton. On l'a vu avec Al Gore, on l'a vu avec Michelle Obama, comme je viens de le dire. Mais de l'autre côté, les poids lourds républicains, eux, lâchent Trump. Gauthier Il lâche Trump parce que, si vous voulez, il y a à la fois une question de tactique qui leur paraît complètement invraisemblable pour essayer d'obtenir la Maison-Blanche. Et puis, il y a une question aussi sur le plus long terme, c'est-à-dire que vous savez qu'il y aura aussi des élections au Congrès, à la Chambre des représentants, et que, de ce fait-là, le Parti républicain se dit, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de plomber globalement la maison républicaine, non seulement pour l'accession à la Maison-Blanche, mais aussi pour le Congrès. Et donc, à partir de là, si vous voulez, vous avez un certain nombre de ténors qui ont lâché Trump, en disant finalement il vaut mieux qu'on essaye de rester dans l'orthodoxie du Parti républicain, quitte à passer par pertes et profits, tant pis, cette élection présidentielle, anticipant le fait qu'elle aurait déjà été perdue par les républicains. Et donc visant un peu plus loin, parce que supposons que Donald Trump passe, s'il n'a pas le soutien des républicains, comment ça marche? Parce qu'eux espèrent quand même pouvoir récupérer après au midterms en se disant nous on n'est pas lui quoi. Oui, bien sûr, et puis de voir aussi ce qui sera récupérable. Si par hasard, il y a des points de la politique d'un président Trump qui sont valables, les républicains auront beau jeu de se l'attribuer, de dire c'est nous qui avons donné notre patte, notre couleur à ces mesures-là. Donc, bien sûr, il y a la volonté d'attendre, mais c'est surtout d'anticiper une catastrophe que serait l'élection de Trump à la Maison-Blanche, pour aussi un certain nombre de barons républicains. Et là, pour dire en deux mots très clairement, le fait que vous avez d'un côté des gens qui sont attachés à une certaine morale, qui sont attachés au libéralisme économique, et de l'autre côté un Donald Trump qui a subverti en quelque sorte ces valeurs pour y apposer des nouvelles qui sont contraires à ça. Angela, ce débat va être modéré par le présentateur de Fox News, Chris Wallace. Les thèmes choisis à ce jour, puisque ça peut encore évoluer, sont la dette, l'immigration, l'économie, la politique internationale et étrangère, mais aussi ce qu'ils appellent l'aptitude des candidats à être, ou du candidat à être président. Quels sont les points faibles et les points forts de chacun dans cette liste un peu de thèmes ? Je pense que quand on parle de l'aptitude d'être présidente, c'est vrai que Hillary Clinton, elle a déjà fait ses preuves, plus ou moins. Elle a été sur la politique étrangère aussi. Oui, secrétaire d'État. Elle a visité je ne sais pas combien de pays. Tout le monde l'a saluée. Elle était extraordinaire. À part Benghazi, qui reste un bémol. Noir. Voilà. Cela dit, je pense qu'en gros, son bilan est bien vu. Donc, et puis elle a parlé la dernière fois quand elle était contre Obama, elle parlait de qui allait répondre au téléphone à 3 heures du matin, qu'elle serait prête et elle serait formidable, tout ça. Trump, à part la Russie, il a l'impression de beaucoup aimer Poutine, il a l'air de... La politique étrangère, c'est pas son truc. Ça ne l'intéresse pas. L'économie plutôt. Là, il joue beaucoup sur son bilan, pas son bilan, mais son profil d'homme d'affaires. Mais il a perdu énormément d'argent. Énormément d'argent. Il a une réputation d'être quelqu'un qui fait très bien les deals. Ça peut être intéressant. Mais
De toute façon, il casse toutes les règles. Tout ce qui devrait être important ne l'est pas quand il s'agit de Donald Trump. Et ce qui marche, c'est cette personnalité. Il a beaucoup de charisme, il a son style à lui, et toutes les règles sont balayées. D'accord. Gauthier, par rapport à ces sujets qui vont être débattus, ça risque de pencher d'un côté ou de l'autre, vous pensez? Ou ça dépendra encore une fois de comment c'est orchestré, la mise en scène qui sera adoptée? Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a d'un côté, si vous voulez, la connaissance des dossiers de la part de Hillary Clinton, et de l'autre, je dirais, la méconnaissance presque volontaire et assumée comme telle par Donald Trump d'un certain nombre de sujets dont il estime qu'ils ne sont pas capitaux. Et ça, c'est en liaison directe avec son électorat, qui considère effectivement que autant le sujet de l'économie interne des États-Unis est capital, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut être capable de s'en occuper, autant effectivement ce qui est très lointain, ce qui paraît lointain, comme le Proche-Orient, à quoi bon mettre ses pattes dans ce moteur-là? Et c'est là que Donald Trump dévoie les principes habituels, c'est qu'il n'a rien d'un néoconservateur. Un néoconservateur s'occupe du Moyen-Orient d'une manière ou d'une autre, mais il s'en occupe. Donald Trump, lui, n'en a rien à faire du Moyen-Orient. Et ça touche les gens. Et ça touche les gens parce qu'ils se disent, voilà quelqu'un qui nous ressemble. C'est un peu comme si certains Américains, je dis bien certains, je m'arrêterai là, certains Américains acceptaient de se montrer dans leur plus simple apparat, dans leur laideur, pourquoi pas, parfois, et se dire, nous sommes comme ça, mais nous l'assumons et nous nous présentons comme tels. Merci beaucoup Gauthier pour ces explications. Merci Angela d'avoir été avec nous. Quant à vous, vous restez surtout en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain Line. À tout de suite.